Oui, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jonathan Herscovici, qui est cofondateur de Stackinsat et organisateur ou co-organisateur d'une grande conférence sur le Bitcoin qui s'appelle Surfing Bitcoin, qui est vraiment célèbre. Maintenant, cette conférence, ça fait déjà plusieurs années et ça se déroule à Biarritz, fin août. D'ailleurs, on y sera et il y aura tout l'écosystème qui sera présent. C'est vraiment un rendez-vous incontournable. Donc, on va parler de ça, on va parler du Bitcoin, évidemment. On va parler de l'évolution de la crypto-monnaie reine, de la reine des cryptos. On va parler de la régulation aussi, parce qu'il s'est passé plein de choses ces derniers mois sur le Bitcoin et son rapport avec les institutions, les grandes banques, etc. Et tu vas nous donner ton éclairage, Jonathan, sur tout ça. Jonathan, c'est ce qu'on appelle un soldat de Satoshi. Il est convaincu que Bitcoin, c'est la monnaie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il pense que Bitcoin a vraiment le potentiel de changer la vie des gens. Sa mission ? Tel le colibri, travailler sans relâche à sa tâche quotidienne, qui est de participer à son adoption et également de prêcher Bitcoin dans les pays qui souffrent de problématiques monétaires. Jonathan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous consacrer du temps. J'ai une première question pour toi. L'ETF Bitcoin qui vient d'être validé, est-ce que c'est une bonne chose pour l'écosystème Bitcoin? Est-ce que c'est une bonne chose pour Bitcoin? Est-ce que c'est une bonne chose pour Stackinsat? Alors, merci Claudia, merci Benjamin déjà pour ces belles introductions. Et donc, sans détour, hein, je vais te répondre oui, mais en nuançant évidemment cette réponse parce qu'on peut évidemment interpréter cette nouvelle de différentes façons. Déjà, peut-être rapidement définir ce que c'est qu'un ETF pour vos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc, un ETF, en fait, c'est un produit financier qui a été inventé il y a une trentaine d'années. Et ce produit financier est de plus en plus populaire, tout simplement parce qu'il est très simple, très efficace pour les investisseurs traditionnels. Et l'objectif d'un ETF, c'est de répliquer un actif sous-jacent 1 pour 1. Voilà. Donc, en gros, le Bitcoin prend 1% aujourd'hui, l'ETF Bitcoin va prendre 1%. Voilà. Après, je ne vais pas détailler concrètement comment est construit un ETF, parce que là, c'est un petit peu plus sophistiqué. Mais sa popularité est tout simplement due à son efficacité et à sa simplicité. Et c'est d'autant plus un produit simple et efficace qui, en général, il rentre dans des enveloppes fiscales validées par, par des institutions financières et la politique publique. Donc, typiquement en France, ça pourrait être intégré dans des contrats d'assurance vie, dans des PEA, en tout cas dans des enveloppes fiscales adaptées. Et aux États-Unis, ce serait par exemple le 401k, qui est justement une enveloppe fiscale pour l'épargne retraite. Donc voilà, donc effectivement, il y a beaucoup d'avantages à utiliser un ETF et c'est pour ça que les institutionnels et grands groupes s'y intéressent beaucoup depuis plusieurs années, hein, tout simplement. Et là, effectivement, on a une séquence assez intéressante des acteurs de l'écosystème, avec notamment la SEC en premier plan, qui a validé un premier ETF. Donc ça, effectivement, ça a été un énorme coup annoncé là, il y a une dizaine de jours, hein, je ne sais plus en quoi, c'est assez récent, sur la validation du coup du premier ETF Bitcoin validé par la SEC. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ça va, encore une fois, augmenter la notoriété de Bitcoin et augmenter la notoriété de Bitcoin auprès des institutionnels. Et évidemment, en gros, de mon point de vue, Bitcoin a connu plusieurs vagues d'adoption. La première vague d'adoption, elle était plutôt au niveau évidemment des early adopters, donc des cypherpunks, des geeks, etc. Puis du grand public, puis des institutionnels. Donc là, maintenant, aujourd'hui, lorsque vous êtes un asset manager, enfin un gestionnaire d'actifs, pardon, je vais éviter de faire des anglicismes, vous avez quasiment 90% de chances d'avoir un desk spécialisé en crypto. Donc, ça devient un sujet évidemment incontournable au niveau des institutionnels. Et là, maintenant, le fait d'avoir intégré un ETF Bitcoin à une gamme de produits financiers, et ben forcément, les institutionnels et les distributeurs de produits, hein, que sont les banques principalement, tout simplement vont devoir marketer ce nouveau produit. Et donc, ça va augmenter la notoriété du Bitcoin, son awareness et forcément des gens qui au début n'en avaient pas entendu parler ou connaissaient pas ou avaient peur de ce produit-là, le fait qu'un grand groupe, qu'un instit en parle, ça va le rassurer. Ouais. On peut parler d'institutionnalisation du Bitcoin. Après, effectivement, certains bitcoiners pourraient trouver ça comme étant une mauvaise nouvelle, mais effectivement, moi, de mon point de vue, qui recherche la mass adoption,
Je pense que plus on a d'institutionnels ou d'asset managers qui proposent ce genre de produit, mieux c'est pour Bitcoin, même si évidemment on s'éloigne de la promesse initiale de Satoshi Nakamoto qui était la désintermédiation totale et le fait d'être souverain sur son patrimoine et sur ses bitcoins. Et c'est ce qu'on propose chez Stackinsat. Oui, mais ça, on va y revenir de ce que tu proposes. Mais le hiatus dont tu parles est très intéressant parce que le hiatus, c'est quoi? C'est que le projet de Satoshi, le projet des crypto-monnaies, c'est d'être décentralisé et surtout pas proposé par des banques, en clair, pour résumer. Par le tiers de confiance. Ou par des tiers de confiance, surtout pas. C'était ça l'idée première. Et maintenant, tu nous dis, et on est nombreux à le dire, maintenant, ça y est, les banques le proposent. En fait, ça veut dire que les banques peuvent dire à tous les clients, on vous achète du Bitcoin pour vous, pour votre compte, mais c'est nous qui le détenons. Et en fait, le péché originel, c'est les exchanges qui l'ont fait. C'est Binance et Kraken qui ont dit achetez de la crypto chez moi, mais c'est moi qui la garde pour vous. En tout cas, ils poussaient à ça. Et déjà, ça, c'était pas dans la logique. Mais en revanche, tu dis adoption massive, et donc l'adoption massive pourrait inciter les gens à s'intéresser vraiment à la décentralisation et à se dire et à dire au banquier, mais attendez, monsieur le banquier, rendez-moi mes cryptos sur mon wallet, en fait. Mais moi, j'aimerais revenir au départ. Parce exactement. Attends, excuse-moi, je te coupe, Claudia, parce qu'en fait, ce que Benjamin vient de dire est parfaitement vrai. C'est-à-dire que pour moi, quelque part, c'est des séquences qui vont se passer. Là, cette séquence qui va arriver, c'est effectivement le grand public, mass market, client des banques, potentiellement vont s'y intéresser, j'espère. Et après, derrière, en creusant le sujet, vont comprendre qu'effectivement, il est possible d'acheter du Bitcoin de manière vraiment décentralisée et de détenir soi-même du Bitcoin et donc de quitter les banques. Mais en fait, on va passer par cette phase d'éducation et de notoriété ou de réassurance parce qu'en fait, évidemment, Bitcoin est quand même perçu de manière très sulfureuse par le grand public. Et c'est pour ça que le fait que cela soit proposé par des banques ou des marques qui sont connues du grand public, ça va les rassurer. Et derrière, des sociétés comme nous qui sommes dans la pédagogie, dans l'explication, j'espère que la démarche de ces clients d'acheter des ETF Bitcoin va changer en achetant du coup des vrais Bitcoins et devenir souverain de ces vrais Bitcoins. Oui, mais justement, j'allais poser une question. En fait, il y a une énorme défaillance de confiance envers les banques, dont en plus, en 2022, il y a eu pas mal de faillites bancaires. Et comme on sait que c'est systémique, les gens commencent à se dire s'il y en a une qui tombe, les autres peuvent tomber. Mais c'est pas parce qu'ils se mettent à la crypto que du jour au lendemain, cette confiance est revenue. Alors justement... est-ce qu'on a besoin de cette phase de réassurance pour le consommateur? Parce que je crois que tu fais partie de ceux qui pensent que la régulation est un élément de réassurance aussi. Parce que si ce n'est pas régulé, alors le bon père de famille, il n'y va pas. Enfin, le bon responsable de famille, il n'y va pas. Mais donc, oui, jusqu'à quel point ça amène de la réassurance? Parce que finalement, ce danger systémique, crypto ou pas crypto, il est là. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, toi qui es peut-être experte du sujet, tu penses que les banques sont défaillantes, mais pour 99,9% des gens, elles n'ont pas suivi que SVB ou qu'il y a eu des grosses faillites aux États-Unis. Ma mère, je ne sais pas si dans ta famille, beaucoup de gens en fait n'ont même pas entendu parler de ça. Donc en fait, pour elle, pour 99% des gens, ça a été un non-sujet. Effectivement, nous qui sommes dans l'écosystème, qui suivons l'actualité économique et financière, évidemment que nous, ça nous touche, et évidemment que nous, on est sensible par rapport à ça et qu'on considère que les banques sont défaillantes, sauf que l'immense majorité du mass market n'a pas ne serait-ce qu'un soupçon de doute par rapport à ça. Donc malheureusement, aujourd'hui, ce sont les banques qui ont pignon sur rue et qui font argument d'autorité pour la confiance de la gestion des finances personnelles des gens. C'est une réalité aujourd'hui. Ok, donc oui, donc toi tu es convaincu que la plupart des gens, ils vont préférer acheter du Bitcoin dans un premier temps, en tout cas à leur banque, que d'arriver chez vous par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que peut-être que la personne n'avait même pas eu l'idée de le faire, sauf qu'en fait, le réseau le plus important de distribution de produits financiers, ce sont les banques commerciales. Qu'est-ce qu'elles font? Lorsque leur patron, leur N+15, vont leur dire « il y a un nouveau produit, démerde-toi pour le vendre », qu'est-ce qui va se passer? Le conseiller va prendre son téléphone, et c'est là où d'ailleurs on peut remettre en question toute la stratégie commerciale des banques sur la vente de produits financiers, mais bon, ça à la limite c'est un autre débat. Et donc ce conseiller va appeler son client, va lui dire voilà un nouveau produit, ça s'appelle Bitcoin,
ah mais monsieur, moi je pensais que le Bitcoin c'était un truc de drogué qui finançait le terroriste. Le conseiller va la rassurer, va lui faire souscrire le produit. Et voilà, donc on va rentrer dans cette phase d'éducation qui va passer par justement l'achat, entre guillemets, sans trop réfléchir, d'un produit financier, du Bitcoin. Et après, peut-être que cette personne-là, lorsqu'elle passera à Biarritz pour ses vacances, elle verra Surfing Bitcoin sur l'entête du casino, elle va se dire, tiens, c'est intéressant ce truc-là, mon banquier m'a dit que j'en avais acheté, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil pour savoir ce que c'est. Et là, en fait, on parle d'ailleurs, et ça c'est avec mon associé, on se dit souvent ça, pour vraiment comprendre le potentiel du Bitcoin, il faut être piqué 7 fois. Au bout de la 7e fois, c'est là où, en gros, tu commences à réaliser qu'il y a un truc et c'est là où tu vas éventuellement creuser le sujet. D'autant que je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant, je suis d'accord avec toi, le banquier va dire investissez parce que ça va monter. Clairement, le banquier va pas lui dire, vous vous rendez compte que ça va remplacer la monnaie fiat et blablabla. Pas du tout. Pas du tout. Il va le vendre comme un produit financier. Exactement, qui va monter. Alors que nous, on sait que Bitcoin, c'est plein de choses. C'est un système de paiement, c'est un actif financier, spéculatif, volatile, mais c'est aussi de la monnaie, c'est plein de choses, Bitcoin. Et effectivement, exactement. Quand on rentre là-dedans, on se dit, mais attends, ça peut être aussi de la monnaie. En fait, je pourrais un jour acheter des cafés. D'ailleurs, en Suisse, il y a 20 000 commerçants qui acceptent le Bitcoin en paiement au quotidien. En Europe, ça arrive fort. Au Salvador, on sait maintenant que c'est partout. Donc effectivement, il va y avoir un choc. En fait, ça va être un électrochoc pour les gens de se dire, je croyais acheter une action en bourse, en fait, et j'achète une nouvelle monnaie complètement révolutionnaire. C'est ça. En fait, pour moi, ça va augmenter le awareness, la notoriété de Bitcoin. Après, évidemment, 90% des gens ne vont pas forcément creuser le sujet, mais vu qu'on a ce côté skin in the game, à un moment donné, les gens vont nécessairement s'y intéresser. Oui. Et donc, c'est là où, après, c'est un pari qui peut être risqué. Et encore une fois, d'autres Bitcoiners ne penseront pas la même chose que moi. En tout cas, moi, ma conviction là-dessus, c'est que ces ETF-là vont améliorer le awareness et donc l'attention des gens sur ce nouveau produit. Et j'espère que l'étape d'après, ce sera justement l'éducation et de rentrer en fait dans justement l'alpha et l'oméga de ce qu'est le Bitcoin, rentrer sur les caractéristiques, l'ADN du Bitcoin et comprendre en fait que du coup on est loin quand même du système bancaire traditionnel et que justement l'idée de Bitcoin c'est quand même d'essayer de décentraliser et de ne plus dépendre des banques centrales et ça c'est le plus important et ça évidemment il faudra énormément de temps avant d'arriver à ce que le mass market comprenne ça. Ouais. Alors je te lis Jonathan. Oui. La vraie révolution de rupture, c'est la révolution monétaire qu'apporte Bitcoin et je suis convaincu que Bitcoin deviendra un étalon monétaire mondial. Mais si ça passe par le filtre de la banque, est-ce que la banque va laisser au Bitcoin la chance de devenir ce à quoi il est destiné? Alors, pour moi, c'est inéluctable et tu as raison de me citer parce que je tiens beaucoup d'ailleurs à cette punchline. Donc oui, pour moi, c'est pas incompatible dans le sens où, encore une fois, ça va se faire dans un temps très, très long. Encore une fois, pour reprendre mon propos d'il y a 2 minutes, le fait d'augmenter cette notoriété, cette awareness, va faire en sorte que les gens vont s'y intéresser et donc vont creuser davantage sur la philosophie du Bitcoin. Et dans ce deuxième temps, alors après, je ne peux pas te donner d'ordre de grandeur de délai parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, dans la séquence telle que moi je l'envisage, et encore une fois, je n'ai pas non plus la science infuse, c'est vraiment une conviction d'entrepreneur ce que je vous dis là, que la deuxième séquence, ce sera justement l'éducation, l'étude, et donc la réappropriation de son patrimoine des intermédiaires. Et donc à ce moment-là, les gens devraient sortir des produits financiers traditionnels pour justement récupérer des vrais bitcoins et avoir finalement ce positionnement que souhaitait Satoshi, à savoir en fait une monnaie. Et après, je suis pas sûr qu'il disait qu'il voulait que ce soit une monnaie de réserve. Mais en tout cas, moi, j'en suis convaincu tout simplement parce qu'il y a les mêmes propriétés que l'or. Et l'or était justement la réserve monétaire mondiale avant la fin des accords de Bretton Woods. Et de mon point de vue, vu que... Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à aller voir un site qui s'appelle What the Fuck Happened in 1971. Qu'est-ce qui s'est passé en 1971? Le jour où, le 15 août, Richard Nixon, à la télé, a déclaré en direct que le dollar était désindexé de l'or. Et en fait, depuis cette date, on est parti dans un YOLO économique
avec l'impression monétaire illimitée, etc., et toutes les conséquences du système capitaliste tel qu'on le voit aujourd'hui, quelque part, le point de départ, c'est ce 15 août 1971. Et en fait, ça, beaucoup de gens en fait, n'en sont pas conscients. Et de mon point de vue, avant, à l'époque de Bretton Woods, même s'il y avait on pouvait critiquer Bretton Woods pour tout un tas de raisons, et c'était le cas d'ailleurs du général de Gaulle à l'époque, parce qu'il avait demandé en fait de récupérer son stock d'or à l'époque. Oui, là on va loin dans l'histoire monétaire, oui. C'est intéressant. Pardon, excuse-moi, je commence à partir. C'est intéressant. De me couper. Mais oui, du coup, je te laisse reprendre. Non, mais sur l'or, tu disais, c'est intéressant, tu parlais de l'or, on parle du Bitcoin d'abord d'or digital, parce que effectivement, ça s'approche beaucoup plus d'une réserve de valeur que d'un moyen de paiement pratique, on va dire aujourd'hui, mais ça peut changer, tout peut changer. Et tu disais, quand on achète un ETF, il faut que les gens comprennent quand même. Quand vous achetez un ETF, c'est un produit financier, vous n'achetez pas le Bitcoin en lui-même. Vous achetez un instrument financier qui lui-même possède le Bitcoin. Et dans l'or, c'est pareil, il y a des ETF d'or. Alors attends, parce que là, c'est là où, excuse-moi, je te coupe, Benjamin, parce que c'est ça qui est très opaque dans la finance traditionnelle, c'est que justement, en fait, c'est pas parce que moi, je suis émetteur d'un ETF Bitcoin que je possède vraiment les Bitcoins. Ah ouais, on est d'accord. C'est ça, parce qu'en fait, tu as deux ETF, deux types d'ETF. Tu as des ETF physiques et des ETF synthétiques. Tu peux spécifier ? Ouais, alors très rapidement, en gros, et d'ailleurs malheureusement, les ETF physiques sont en minorité. En fait, les ETF physiques, justement, ont pour objectif d'avoir l'actif sous-jacent dans leurs réserves. Et les ETF synthétiques vont utiliser un autre produit financier qui s'appelle des swaps de performance. Bon, c'est là où on rentre dans des trucs un peu complexes. Mais en fait, le swap de performance n'implique pas nécessairement de posséder l'actif que tu vas répliquer. C'est là où c'est un peu complexe, sauf que les ETF synthétiques, c'est plus de 90% des ETF du marché aujourd'hui. Donc c'est là où je ne sais pas, et excusez-moi mon manque de préparation pour cette entrevue, mais je ne sais pas justement les ETF qui ont été validés, si ce sont des ETF physiques ou des ETF synthétiques. Ça, c'est un point que je n'ai pas... Ok, un point à gratter. Un point à gratter. Mais du coup, c'est important, donc c'est pour ça que, excuse-moi, je t'ai coupé, Benjamin. Et c'est pas parce que tu émets un ETF que tu as nécessairement le sous-jacent en réserve. En plus, t'imagines, en plus. Donc bien dire aux gens que s'ils veulent du Bitcoin, qu'ils en achètent des vrais chez toi, par exemple, mais des vrais, quoi. Par exemple, exactement. Ok, exactement. Mais pour le consommateur, ça change quoi d'acheter un ETF Bitcoin ou un ETF Ça change tout, parce que là, on en revient sur tout le principe de Satoshi Nakamoto de désintermédiation. Et après, alors au-delà de la désintermédiation, déjà, le premier risque que je vois, c'est le risque de contrepartie. Ouais, mais le consommateur, il se fout pas mal de Satoshi, il veut juste du return. Ouais, c'est pas faux. Alors, non, justement, pour moi, il faut l'éduquer, il y a le risque de contrepartie, et donc il faut lui dire, déjà, le risque de contrepartie, c'est si ta contrepartie fait faillite, toi, tu as 0 à la fin. Voilà. Donc, c'est lui rappeler que le système bancaire, contrairement aux idées reçues, est un système qui est faillible, et là, lui ressortir les exemples récents des faillites de SVB, etc., de la Signature Bank, etc., enfin, des grosses banques qui ont fait faillite récemment, donc lui remettre ça quand même en spotlight en disant, contrairement aux idées reçues que tu as, les banques ne sont pas too big to fail, elles peuvent faire faillite, et donc là, le premier risque que tu as, c'est le risque de contrepartie, où en fait, tu achètes un ETF dans une banque lambda, et si cette banque fait faillite, toi, à la fin, tu as 0. Voilà. Donc ça, c'est le premier risque. Après, il y a aussi tout l'aspect, et c'est là où on revient sur l'éducation, sur l'aspect décentralisation du Bitcoin, le fait d'expliquer, et c'est là où théoriquement tu rentres dans un débat de création monétaire, de banque centrale, d'expliquer comment est créé l'argent, parce qu'en fait, les gens, effectivement, lambda, en général, ne savent même pas comment est créé l'argent. Donc là, en général, à ce moment, quand tu arrives à ce moment de la discussion, les gens sont quand même intéressés. Tu vois, ils sont intéressés s'ils ont eu la démarche d'acheter un ETF Bitcoin. Tu peux dire que ils sont skin in the game, donc ils vont potentiellement chercher à mieux comprendre. Et là, quand tu leur déroules toute cette histoire de système financier tel qu'il existe aujourd'hui avec les banques centrales, là, les gens vont comprendre l'opposition du coup de la philosophie de Satoshi Nakamoto avec le système traditionnel et la désintermédiation du coup et la séparation entre du coup il y a une séparation entre l'Église et l'État, là c'est entre la création monétaire et l'État, voilà.
Ouais. Donc ça, c'est très, très important. C'est une très belle image que tu sors là. Très belle image. Oui, exactement. Et ça, pour le coup, malheureusement, l'argent et la création monétaire, c'est ce qui va, comment dire, alors j'allais dire une bêtise, mais ça va un peu polluer nos dirigeants, dans le sens où en fait, c'est grâce à ça que tu contrôles le monde, en fait. Et le fait de contrôler l'émission monétaire, ça donne un pouvoir tellement hégémonique. Et justement, et c'est pour ça que et tu le disais tout à l'heure, Claudia, Bitcoin, c'est pour le peuple. Donc en fait, c'est un vrai contre-pouvoir. Et c'est vrai que quand je vois les gens qui manifestaient pour les retraites, etc., machin, à péter des bagnoles ou péter des vitrines, péter des banques, etc., alors pour moi, c'est évidemment la pire façon de manifester et la meilleure façon de manifester et la meilleure façon de protester pacifiquement contre ce système, c'est d'acheter tranquillement du Bitcoin. Et c'est la meilleure opposition politique peaceful, c'est-à-dire sereine, merci. Oui, ou si tu fais un truc violent, tu fais un vrai. Oui, ou si tu fais un truc violent, tu fais un vrai bank run, quoi. Tout le monde en même temps. Ah, c'est une bonne idée ça, tiens. C'est vrai que si tous les Français réclamaient leur argent. De toute façon, tout ce processus-là sera tellement long, parce que nous, en fait, effectivement, c'est ce que je dis encore à mes clients aujourd'hui, vous êtes des early adopteurs. C'est-à-dire que même là, en 2023, lorsque j'ai un nouveau client, je lui dis, en fait, il dit « Ah, mais c'est trop tard ». Bah non, en fait. Là, tu es toi-même au début de cette révolution monétaire. Ouais. Et on est vraiment, vraiment au début. Encore une fois, je ne peux pas donner de délai parce que je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais de mon point de vue, on en est vraiment au début et ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années avant qu'on en arrive à ce que je souhaite, à savoir à ce que le Bitcoin devienne un étalon monétaire mondial. Oui, j'aimerais revenir sur l'intention de Satoshi Nakamoto. L'intention de Satoshi, c'était de créer un système alternatif pour remplacer le système bancaire. Complètement. Et donc le système bancaire, c'est pas qu'un système de paiement, c'est pas qu'une réserve parce qu'il stocke ta réserve de valeur, enfin il est censé stocker ta réserve de valeur. Donc je dirais que oui, tu posais la question de savoir mais est-ce qu'à un moment donné les gens vont payer et pourquoi je te pose la question parce que je lisais cet après-midi que tu disais mais oui les bitcoiners ils ont tendance à garder leur bitcoin alors qu'il faut le faire tourner parce que si c'est une alternative au système monétaire, il doit fonctionner comme le système monétaire. Tu l'achètes, tu le revends, enfin tu l'échanges. Alors, tout est une question d'utilité. Après, tu as des idéaux. Oui. Donc là, c'est ce que tu viens de dire, c'est un idéal. Et après, il y a, j'ai envie de dire, la vie de la rue, entre guillemets. On peut dire ça comme ça, où en gros, tu as l'utilité réelle à un instant T. Nous, occidentaux, l'utilité de payer sa baguette de pain en Bitcoin est nulle. Moi, je sais pas. Moi, j'ai un exemple. Le Bitcoin est remonté j'ai été me payer un abonnement de sport avec ma carte Binance. Oh, j'ai joui, quoi. J'avais l'impression d'avoir un truc gratuit. C'était top. Et donc, le Bitcoin est rentré dans la vraie vie. Alors déjà, on pourrait nuancer le fait d'utiliser du Bitcoin avec ta carte Binance parce qu'en fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça lorsque tu payes avec ta carte Binance. Mais bref, on ne va pas rentrer dans des détails techniques. Après, je comprends ton point, mais sauf que toi, tu es encore une fois une early adopter. Donc toi, c'est justement le côté, et même nous à Surfing Bitcoin, par exemple, on va évidemment proposer Bitcoin en moyen de paiement pour payer sa bière, mais c'est quelque part jouissif, pour reprendre ton propos, d'utiliser quelque chose parce qu'en fait, on a tellement rarement l'opportunité de l'utiliser que lorsque tu l'utilises, c'est cool, tu vois. Mais en fait, c'est plutôt un usage cool qu'une vraie utilité. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un partenaire qu'on aime beaucoup. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, la voix incontournable de l'actualité Web3. Tu es passionné de crypto, de NFT et de métaverse. Tu cherches une source d'information fiable pour rester informé des dernières actualités. Ça tombe bien, le Crypto Daily te propose un podcast quotidien t'offrant l'actualité Web3 en seulement 10 minutes du lundi au vendredi. Dedans, je te décrypte toutes les news des dernières 24 heures de manière claire, concise et surtout passionnante. Alors, si tu veux être à jour sur tout ce qui se passe dans le monde des cryptos et des NFT, écoute le Crypto Daily et rejoins la révolution Web3 dès maintenant. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
c'est une expérience en fait de payer en Bitcoin parce que quand les gens comprennent que je viens de t'envoyer, si je t'envoie un Bitcoin, je t'envoie de l'argent directement, sans Visa, sans la banque, sans ta banque, sans chambre de compensation. Oui, enfin là avec la Binance, j'aimerais bien ton point sur la Binance. Binance, pourquoi c'est pas un paiement, c'est un paiement fiat en fait. Ah, je dépensais du fiat. J'avais l'impression de dépenser du Bitcoin. C'est un paiement fiat, voilà. Mais bref, après j'ai compris ton point. Mais malheureusement, c'est un mauvais exemple. Non, mais tu vois, en fait, c'est vraiment le sentiment d'être un peu une anarchiste, quoi, de passer entre les mailles du filet. Alors là, en l'occurrence, avec Binance, c'était pas du tout le cas. Mais je comprends ton point. Mais encore une fois, c'est une question d'utilité. Nous, dans les pays occidentaux, l'utilité aujourd'hui, elle est extrêmement faible parce que nous, quoi qu'on en dise, le système bancaire et financier est plutôt robuste, globalement robuste. Demain, même ce soir, quand tu vas au resto, tu vas payer avec ta carte bancaire et ça marche très bien. Tu n'as aucune douleur à ça. Bien sûr. Donc en fait, et moi je prends souvent l'exemple du Doliprane ou du mal de tête, c'est quoi la douleur? Et en fait, dans tout business en général, il faut répondre à un pain point. C'est quoi la douleur? Là, en l'occurrence, pour moi, le moyen de paiement n'est absolument pas une douleur dans les pays occidentaux. Non. En revanche, dans des pays en voie de développement, où là, en fait, souvent, alors soit pour plusieurs raisons, et je vais reprendre l'exemple du Salvador, mais en fait, les populations des pays en développement ne sont tout simplement pas bancarisées. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la possibilité de payer en carte bleue, si tu veux. C'est plus de 75% des gens. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, j'ai pas les chiffres actualisés plutôt. Mais c'est 75% des gens qui n'avaient pas accès à un compte bancaire pour utiliser leur carte bleue. Donc déjà, rien que Bitcoin, pour eux, c'est un moyen de paiement supplémentaire. Tu vois, donc déjà, rien que ça. Alors, sans compter évidemment les problèmes d'inflation, les problèmes de rémittance, de transfert d'argent entre pays. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait que dans les pays en voie de développement, Bitcoin est utile en tant que moyen de paiement. Oui, y compris l'Argentine, y compris des pays très développés comme l'Argentine, qui ont une inflation de 100% par an, donc tous les produits doublent tous les ans, t'imagines. Et donc ils se ruent sur la crypto, pas que le Bitcoin d'ailleurs, on pourra y revenir, hein. Je crois qu'il y a un peu d'Ether, disons qu'il y a d'autres cryptos. Mais alors, bon. Et même, excuse-moi, je te coupe, et même eux, si tu veux, ils sont dans un dilemme, parce que effectivement, tu as une inflation très élevée, mais sauf que ils sont dans le dilemme de est-ce que je garde mes bitcoins pour justement préserver mon pouvoir d'achat à long terme, ou est-ce que je les dépense? Sauf que donc c'est là où c'est toujours. C'est la définition de la monnaie. Hein. Dans la définition de la monnaie, il faut que la monnaie soit et un service d'échange, un produit d'échange, et une réserve de valeur. Il faut qu'elle soit les deux. Or, elle n'a jamais vraiment les deux, la monnaie. Soit il faut vite s'en débarrasser. Mais le Bitcoin, il a les deux. Et évidemment, Bitcoin a les deux. En tout cas, il a les deux propriétés. Et c'est pour ça que c'est quelque part une monnaie parfaite, en tout cas au sens de la définition d'Aristote. Mais après, effectivement, il y a débat de qu'est-ce que la monnaie, etc. Et comment on définit la monnaie, quelle est l'utilité, est-ce que justement on doit s'en débarrasser, etc. Mais en tout cas, selon la définition communément acceptée, effectivement, il faut que ce soit réserve de valeur et moyen de paiement. Et on pourrait ajouter la blockchain Bitcoin est un système de paiement en lui-même. C'est à la fois la monnaie et le système. Oui, donc... et c'est pour ça que je trouve ça, et ça je le dis souvent et merci de le répéter, c'est ça que je trouve totalement révolutionnaire dans Bitcoin, c'est d'être à la fois un système monétaire et un moyen de paiement. Et c'est les deux en même temps fusionnés. Donc c'est ça qui est juste fantastique, quoi. Alors, nous, en tant que Bitcoiner, on est juste... Alors après, moi, je suis pas geek, techos, donc je suis jamais rentré dans le code de Bitcoin, etc., pour voir concrètement comment ça marche. Hein. D'ailleurs, quelque part, ce serait une erreur qu'on pourrait me reprocher, parce que donc tu as la théorie Don't Trust Verify, mais effectivement, moi, je suis jamais rentré dans le code de Bitcoin pour voir si c'était vraiment ce qu'on nous disait, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a quand même toujours une notion de confiance, quelque part, où tu dis que tu fais confiance à des gens qui ont l'expertise de le faire, auquel tu as confiance, et effectivement c'est à partir de là où il y a c'est un bon point que tu dis. Pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est très important ce que tu viens de dire, c'est que le code est ouvert, le code est open source, ça veut dire que n'importe quel ingénieur, des dizaines de millions d'ingénieurs dans le monde entier peuvent comprendre le code Bitcoin, le télécharger, le faire tourner sur leur machine, essayer de miner un bloc, tout le monde peut le faire, c'est vraiment universel. Ouais. Et d'ailleurs c'est Richard Détente qui nous avait bien fait rire, il avait dit mais Claudia, en fait le Bitcoin c'est comme quand tu vas au magasin, tu payes avec
un billet, et puis tu as la carte, enfin tu as le truc où tu peux mettre ta carte. Hein. Bah, c'est en même temps l'argent et en même temps le truc où tu mets ta carte, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, oui, en fait, c'est l'argent et le système. Et le terminal de paiement. Et le terminal de paiement. Ouais. Et il avait bien imagé. Donc, et Richard Détente aussi, je vous invite à réécouter cet épisode qui est fabuleux. Moi, il m'a foutu une claque monumentale. C'est le premier qui nous a parlé de la mobile monnaie. Et j'ai vu dans un article ou dans une interview de toi, j'ai regardé ça cet après-midi, où tu parlais aussi de la mobile monnaie dans les pays africains. Et là, tu te dis, mais en fait, parce que tu parlais donc de la douleur, du Doliprane, quand les gens ont mal. Mais quand les gens ont mal, ils sont résilients. Et donc là, ils ont créé une monnaie alternative qui est la mobile monnaie, puisqu'ils se sont rendus compte que quand tu vas chez Orange, tu achètes une carte de crédit de téléphone pour, je raconte n'importe quoi, 50 €, tu consommes 2 € de crédit et tu retournes chez Orange et tu dis, j'ai pas consommé, vous me rendez la monnaie. Et en fait, Orange transforme son business model et devient une banque. En revanche, l'Africain, lui, il a été créé de la monnaie là où il n'y en avait pas. Et donc ça, c'est fantastique. Bon, après, évidemment, le Bitcoin, c'est mieux que la monnaie Orange, mais donc. Mais non, mais en tout cas, voilà, en tout cas, ce que tu dis là est parfaitement vrai. Et c'est pour ça que quand tu vois le cas d'usage de la mobile money, tu te dis que Bitcoin et surtout Lightning Network a totalement sa place dans l'usage au quotidien dans les pays africains. Après, encore une fois, et c'est ça qui est toujours la difficulté avec les êtres humains, c'est la résilience au changement. Enfin, l'aversion au changement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens... La résistance au changement. La résistance au changement, je vais y arriver, merci beaucoup. En fait, les gens ont du mal à accepter le changement. Et donc là, en fait, la mobile money est quand même devenue quelque chose enfin, une référence en Afrique. Et même ces gens-là, pour les refaire basculer vers Bitcoin ou Lightning Network, ça va pas être si évident que ça, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Précisons que le Lightning Network, c'est une couche technologique au-dessus du Bitcoin pour accélérer les transactions, pour faire très simple. Oui, mais ce qui est génial avec la mobile monnaie, c'est que ça les a déjà familiarisés avec une monnaie qui n'existe pas, qui est complètement virtuelle, enfin digitale. Et donc, c'est plus facile de passer de ça au Bitcoin que de passer de ton billet de 20 €. Voilà. Tu as parfaitement raison, c'est effectivement quelque chose qui va leur permettre d'être beaucoup plus enclin à basculer, mais il ne faut pas croire que ce basculement sera si immédiat que ça. Alors après, il y a évidemment en Afrique des pays qui commencent à l'utiliser de manière très importante, hein, notamment le Nigeria, qui est quelque part presque un continent dans le continent africain, parce que moi forcément, depuis quelques mois, en tout cas moi je commence à m'intéresser à ce continent qui malheureusement en fait ne faisait pas partie de mes préoccupations jusqu'à présent. En tout cas, j'ai commencé à m'y intéresser, à me documenter, et c'est vrai que je me suis notamment intéressé à ce pays, donc le Nigeria, et c'est vrai que la population utilise de plus en plus Bitcoin, et on voit d'ailleurs dans les requêtes Google, hein, je vous invite à aller voir sur Google Trends, l'occurrence de Bitcoin au Nigeria, là, elle atteint son paroxysme. Oui, c'est le premier pays utilisateur de loin. Hein. Alors, et donc, alors que du coup, l'État, d'ailleurs, n'est pas vraiment pour, enfin, il est même plutôt contre. Ils ont même testé, du coup, une monnaie numérique de banque centrale, le Inaira, je crois, qui a été un flop total. Parce qu'en fait, les gens ont bien compris que, d'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler, mais que les monnaies digitales de banque centrale, et notamment le Cash Plus de nos amis de la Banque Centrale Européenne, et notamment du président, enfin, du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-Gallo, qui est très content de l'émergence de cette CBDC, qui pour moi en fait est une abomination évidemment. Alors ça mériterait un épisode. Le meilleur moyen. Ouais. Ce serait peut-être un épisode. Ouais, pour moi, ça, ce serait le meilleur moyen pour contrôler la population. Ouais. Et ça a été le cas d'ailleurs au Nigeria, parce que ce Inaira a été totalement, boycotté par la population. Évidemment, qu'en Chine, de toute façon, l'opposition est tellement inexistante que de toute façon, lorsqu'on impose un yuan, et ben en fait, c'est soit tu l'utilises, soit tu crèves. Bon, je caricature un peu, hein, vous m'excuserez. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que pour moi, les CBDC, enfin les monnaies digitales de banque centrale, c'est vraiment l'abomination absolue. Ouais. Sauf que pour moi, c'est la meilleure publicité possible. Donc on avait l'ETF Bitcoin qui est un axe publicitaire quelque part pour Bitcoin.
Et pour moi, l'axe ultime publicitaire pour Bitcoin, c'est les CBDC. Oui, parce que la crypto, pour résumer, c'est une crypto de banque centrale. Et effectivement, pour l'utiliser, il va falloir un wallet. Et quand on a un wallet, on a compris ce qu'était une monnaie numérique. Bon, mais ça mériterait. On pourrait faire tout un épisode. Je crois que c'est pas l'objet parce que j'aimerais qu'on parle de stacking. Pardon. Oui, il faut qu'on parle. À m'égarer. J'aimerais qu'on parle de. Non, mais ça, c'est. Mais tu nous donnes une très bonne idée. On va faire un épisode spécial MNBC. Avec plusieurs invités. On aimerait plusieurs invités autour de ce sujet. Ouais. Donc, on va discuter avec toi de qui? Peut-être Stachenko déjà. On fera une table ronde avec toi, avec Alexandre. Sur Surfing Bitcoin, j'aimerais juste parler de ça aussi, parce que l'adoption massive, tu l'as dit, passe par des gens qui un jour arriveront à Biarritz et rentreront à Surfing Bitcoin. Et là, je vais te faire une question un peu rentre-dedans, un peu impertinente. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entre-soi dans le monde blockchain crypto, et j'en fais partie, mea culpa. Alors on est entre nous, on se satisfait de ce système révolutionnaire, etc. Est-ce que c'est pas un peu excluant? Est-ce que Surfing Bitcoin fait des efforts là-dessus pour vraiment intégrer les gens qui n'y comprennent rien du tout? Alors, déjà, tu as plutôt raison. Donc, par rapport à ça, c'est-à-dire que nous, déjà, en fait, on est quand même dans un écosystème, et quand je dis nous, vous y faites partie, où, en fait, à longueur de journée, on nous rabâche que c'est potentiellement quelque chose qui va cramer la planète, c'est potentiellement quelque chose qui finance le terrorisme, etc. Donc, déjà, rien que de trouver des instants où on peut au moins se retrouver entre nous, profiter sur la terrasse du casino de Biarritz, boire une bière et profiter de l'instant présent entre nous, c'est déjà tout simplement cool, et je suis content de pouvoir proposer ça à l'écosystème. Bon, déjà, c'est mon premier élément de réponse. Okay. Deuxième élément de réponse, c'est quelque chose qui nous a été d'ailleurs publiquement reproché d'ailleurs, sur le fait que c'était un peu l'entre-soi du Bitcoin. Critique que j'accepte, évidemment, parce qu'encore une fois, par rapport au premier point que j'ai cité, c'est quelque part voulu, donc on n'a pas de problème par rapport à ça. En revanche, nous, depuis la première édition, c'est quelque chose qu'on essaie de gommer au maximum. Alors évidemment que c'est très compliqué parce qu'on part de très loin. Encore une fois, même si Bitcoin quand même, en tout cas la marque Bitcoin est de plus en plus connue du grand public, en tout cas, encore une fois, la marque en tant que telle. Après, le contenu de ce que c'est, 90% des gens ne savent pas ce que c'est. Et donc, c'est pour ça que nous, la vocation de Surfing Bitcoin, c'est effectivement de démocratiser Bitcoin auprès du grand public. Donc, c'est ce qu'on a fait lors des 3 premières éditions. Et cette année, d'ailleurs, c'est la première édition où, en fait, on ne fait pas de journée grand public, malheureusement. Alors, c'est tout simple, c'est pour des raisons, on va dire, économiques. Stratégique, si on peut dire ça comme ça quand même pour la société, parce que comme vous le savez, on est en bear market, et construire, donc bear market, c'est plutôt marché baissier pour ceux qui ne savent pas et vos auditeurs. Donc effectivement, dans un marché baissier, construire une édition dans un marché baissier, c'est quand même déjà globalement compliqué. Sachant qu'évidemment, la journée gratuite, pour nous, par essence, vu qu'elle est gratuite, elle ne nous rapporte rien. Effectivement, on a ce problème économique et stratégique où finalement, en bear market, c'est compliqué de trouver des budgets et des sponsors. Tu voulais offrir une journée gratuite, c'est ça? Tu voulais offrir une journée gratuite, libre d'accès au grand public. Exactement. Ouais. Donc, c'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, on faisait cette journée gratuite parce qu'on avait des sponsors, etc., qui nous accompagnaient dans cette démarche. Ok, je comprends. Cette année, en fait, on a eu beaucoup plus de mal à trouver des sponsors parce qu'on a perdu nos 2 plus gros sponsors, que sont Ledger et KPMG. Donc, c'était très difficile, compte tenu de cette mauvaise nouvelle, de pouvoir se projeter sur l'organisation d'une journée gratuite qui, par définition, ne nous rapporte rien. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est toujours compliqué aussi d'arbitrer. Il fallait aller voir le Crédit Agricole. Faire des arbitrages économiques pour justement trouver des sponsors. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Benjamin. Nous, il faut que, et ça c'est ce qu'on va faire l'année prochaine, j'espère, vu qu'on sera en bull market, n'est-ce pas? Vu que c'est l'année du halving. Alors pour ceux qui ne savent pas, le halving, c'est la réduction des récompenses pour les mineurs, donc l'augmentation de la rareté, donc théoriquement l'augmentation du prix, ça c'est dit. Donc l'année prochaine, et d'ailleurs c'est ce que j'avais dit à la fin de Surfing Bitcoin l'année dernière, c'est que nous on voulait carrément organiser un festival, donc un festival, c'est-à-dire avec des artistes musicaux, avec presque en fait j'allais dire des food trucks, des activités du genre auto-tamponneuse, etc. Enfin, vraiment un truc festif. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire en 2024 si, évidemment, les conditions de marché nous le permettent. Pour justement arriver, et je réponds à ta question que tardivement, je m'en excuse,
pour arriver justement à sortir de cet entre-soi et de pouvoir toucher un maximum de gens. Et ça passe nécessairement par une journée gratuite ou des choses qui peuvent attirer le grand public. Et effectivement, si tu invites Orelsan à Biarritz, forcément, ça va attirer des nouvelles personnes, des gens qui n'étaient pas forcément directement concernés par le sujet. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va arrêter pile les gens. Tu dis ça en utilisant en fait des outils marketing. Bonne idée, Orelsan. Orelsan, il a un compte chez Stackinsat? Il a des bitcoins chez vous? Alors, pas encore, mais on a quelques artistes, et évidemment, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas vous le citer, mais on a quelques artistes, et intéressant. quelques sportifs, quelques stars, effectivement, qui sont clients chez nous. Okay. Génial. Tu peux rappeler les dates, Surfing Bitcoin? Oui, bien sûr. Les dates, c'est donc le 23, 24 et 25 août, avec une soirée d'ouverture exceptionnelle le 23 août. Donc, pour ceux qui connaissent Biarritz, on a privatisé les halles. Donc, c'est vraiment l'endroit iconique de la ville de Biarritz. Donc, c'est vraiment un endroit fantastique, où en fait les invités vont pouvoir profiter de la gastronomie locale avec tout un tas de choix culinaires. Et donc là, effectivement, c'est ce qu'on appelle la soirée VIB, donc Very Important Bitcoiner, où justement l'idée, c'est d'être un peu exclusif. Donc volontairement, on l'a mise assez cher, cette soirée, pour justement essayer d'avoir un côté exclusif. Hein, c'est parfaitement assumé. Et donc ça, c'est le 23 août. Et après, on a les 2 jours de conférence, donc jeudi 24 et vendredi 25. Et on a la soirée de clôture le 25, où là, c'est la grosse fiesta, où là, il y a tout le monde, etc. Donc, sur le casino, ça va être génial. Mais nous, en tout cas, on sera à Biarritz du 20 au 27 et on sera évidemment sur Surfing Bitcoin. Donc, on vous attend. D'ailleurs, on a des codes promo pour vous qui vont arriver sur la newsletter la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. Oui. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la newsletter, c'est une bonne occasion de le faire. Moi, j'aimerais revenir sur Stackinsat et sur le nouveau produit PEB. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Est-ce que tu peux expliquer ça? Bien sûr. Alors déjà, merci de me donner l'occasion de le faire. Alors effectivement, c'était une petite révolution, pour être tout à fait honnête avec toi. Alors moi, c'est un truc auquel je crois depuis à peu près 6-7 mois où on en parle avec mes associés. En fait, c'est une révolution en termes de modèle économique dans le secteur crypto. Alors nous, chez Stackinsat, on est ce qu'on appelle un broker. Okay, donc il faut bien différencier, en tout cas identifier la différence entre un courtier, donc un broker, et une plateforme d'échange. Okay, donc plateforme d'échange, vous connaissez Binance, Kraken, Huobi, etc. Enfin bref, donc ça, ce sont des plateformes d'échange. Et nous, en tant que courtier, finalement, notre métier, c'est d'aller chercher, on va dire, notre matière première, justement auprès de ces échanges, et ensuite de le packager dans une offre marketing, on peut dire ça comme ça. Donc nous, on l'a appelé le plan épargne Bitcoin pour justement adresser une clientèle spécifique. En l'occurrence, nous, c'est vraiment le mass market et les entreprises d'ailleurs, parce que ça, on s'est diversifié aussi sur les entreprises. Après, pour revenir sur ta question, donc nous, historiquement, notre modèle économique, comme le modèle économique des courtiers et des plateformes d'échange, c'est tout simplement une commission à la transaction. Okay, donc cette commission à la transaction, c'est tu mets 100 €, moi, je vais te prélever un pourcentage de commission pour tout simplement avoir un modèle économique qui est viable. Okay, donc nous, dans notre cas, on était sur un modèle économique à 1,5%. C'est ta marge, donc c'est ta marge. Voilà, ma marge. Okay. Donc, en gros, tu m'envoies tes 100 €, je prends mes 1,50 €, je convertis les 98,5 € de Bitcoin et je te les envoie. Ça, c'est le business model historique de Stackinsat. Du coup, ce business model historique, on l'a renommé le plan épargne Bitcoin classique. Pourquoi? Parce qu'on a inventé le plan épargne Bitcoin premium qui, du coup, change ce modèle économique. Alors, plutôt que d'acheter quelque part à la transaction, là, l'idée, c'est d'acheter, en fait, directement en une fois, du coup, ces frais. Donc, on pourrait assimiler ça à des frais d'entrée. Très concrètement, pour 10 000 € de volume, donc si toi, Claudia, tu penses que tu vas acheter pour 10 000 € de Bitcoin dans ta vie, autant acheter tout de suite 100 € de frais, ce qui revient à 1% de frais sur tes 10 000 €. Donc 100 € pour 10 000 €, donc 1%. Donc là, tu vas économiser 0,5% sur mon modèle économique classique. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, ça peut paraître confus. Non, c'est bon. Là, avec ce PEB Premium, donc on en a inventé 2. Donc le PEB Premium 100. Donc tu payes 100 €. Donc c'est une sorte de frais d'entrée de frais pour payer jusqu'à 10 000 € de transactions en Bitcoin, du coup, qui seront gratuites. Quand je veux.
Voilà, exactement, quand tu veux. Et donc, une fois que tu auras évidemment consommé tes 10 000 euros, bah là, soit en fait, tu décides de reprendre un PEB 100, Premium 100, ou soit en fait, tu rebascules en Premium avec le modèle économique de 1,5% de frais. Ok. Et si tu veux encore plus baisser tes frais, bah, on a inventé le Premium 500, où là, c'est plus de 10 000 euros, mais c'est 100 000 euros de volume. Et là, tu vas payer 500 euros de frais d'entrée quelque part, mais qui vont te permettre d'assumer jusqu'à 100 000 euros de volume en Bitcoin, gratuite. Voilà. Ok. Donc, par exemple, pour reprendre un exemple, et ça, je le dis souvent en fait à mes clients qui ne comprennent pas, par exemple, si toi, tu aimes le coca, au lieu d'acheter ton coca à la machine à 2 euros, par exemple, eh ben, tu vas acheter un stock de coca en une fois et ça va te revenir à 1 euro la bouteille. Voilà. En Ok, gros, ok. c'est Et une métaphore. toi, ça te fait rentrer du cash plus facilement. Ah oui. Alors, et moi, en fait, c'est pour ça que c'est un triptyque win-win-win, où moi, effectivement, je suis content parce que j'ai 100% de ma trésorerie tout de suite. Le client, il est content parce qu'il paye moins de frais. Et le troisième effet vertueux de ça, Il est obligé c'est- d'acheter du Bitcoin. alors, il est obligé. Non, il n'est pas obligé. En tout cas, il a jusqu'à ses 10 000 euros ou ses 100 000 sur le Premium 500. Mais le troisième point extrêmement positif, c'est l'incitation de nos partenaires et de nos clients. Je m'explique. Parce que ça, en fait, on a aujourd'hui l'offre de parrainage, une des plus incitatives du marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, si par exemple, toi, tu parraines un client, je ne sais pas moi, si tu parraines ta mère ou ton petit frère, je ne sais pas, et que tu lui proposes un Premium 100, bah toi, en fait, tu vas toucher directement 20 euros si tu es en PEB classique. Et si toi-même, tu es en PEB Premium, bah, tu vas toucher 33%, donc 33 euros. De ces 100 euros de frais. Exactement. En fait, on a des rétrocommissions extrêmement incitatives et nous, l'idée, c'est de créer un cercle vertueux optimal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi annoncé notre levée de fonds, pour créer encore plus de synergie entre nos clients, ambassadeurs, actionnaires, etc., pour vraiment créer une sorte d'armée. Alors ça m'intéresse. Soldier. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur. C'est vraiment créer ce cercle vertueux d'intérêt entre le client, l'actionnaire, et justement le fait de red piler les gens. Donc, en fait, maintenant, tu es presque incité à le faire. Et ça peut presque devenir un métier, en caricaturant un petit peu, en tout cas, d'aller convaincre les gens sur le terrain. Parce que là, du coup, tu seras rémunéré à hauteur de 33% si tu es premium. Mais donc, j'avais une question, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Non, mais sur l'armée, là, il voulait lever une armée de... Non, non, je me souviens, sur la levée de fonds. La levée de fonds, voilà. Moi, je peux investir l'argent chez Stack Insat ? Alors que n'importe qui, à partir de 500 euros, tu vois, donc là, on va faire une levée de fonds communautaire. Donc, à partir de... Alors, j'ai dit à l'automne, a priori, ce sera courant du mois d'octobre. Et là, effectivement, on va proposer cette levée de fonds communautaire réservée à nos clients. Ah, réservé aux clients. Voilà. Donc, ouais. Moi, évidemment, c'est mon intérêt. Pourquoi je le fais, c'est volontairement, je fixe cette contrainte. Alors après, tu peux devenir client à partir de 10 euros chez Stack Insat. Oui, voilà, c'est simple d'être client. Hein. Donc, la barrière à l'entrée, elle est quand même extrêmement faible. Hein. Donc n'importe qui peut devenir client. En tout cas, nous, volontairement, c'est une contrainte qu'on va fixer pour du coup, évidemment, inciter les gens à devenir clients pour participer au succès de la société. Ok. Donc encore une fois, c'est un cercle vertueux par rapport à ça. Et à partir de 500 euros, donc évidemment, dans la limite des moyens de chacun. Mais en tout cas, effectivement, toi, Claudia, tu pourras devenir une actionnaire, une fidèle actionnaire, j'espère, de Stack Insat à partir de 500 euros. Et après, du coup, nous, on va créer encore plus d'incitation. Donc, on va créer une grille entre 500 et 50 000 euros d'investissement où tu auras plus ou moins d'avantages, évidemment, en fonction du montant que tu vas investir. Donc, plus tu investis, plus tu auras d'avantages particuliers par rapport à cette levée de fonds. Ok, génial. Moi, on va arriver à la fin de ce podcast, mais j'ai un point sur lequel je veux te challenger parce que Jocelyn m'avait un peu traumatisé, c'était un peu fâché sur moi, il a fait des gros yeux noirs. Ouais. Donc, moi, je suis convaincue que l'adoption massive, et je vois que tu as utilisé plein de termes de quelqu'un qui s'y connaît bien en digital, un funnel de vente, acquisition, rétention, tout ça. Donc, tu parles le même langage que moi, c'est bien. Donc, moi, je suis convaincue que l'adoption, elle passe par l'expérience utilisateur hyper fluide. Donc, la stratégie de contenu, évidemment, qu'est-ce que je raconte, sur quelle plateforme, comment, à qui. Mais
t'as beau avoir le plus beau discours du monde, le plus compréhensible du monde, si tu arrives sur la plateforme et que c'est pas user-friendly, t'as perdu ton client. Et Dieu sait que dans le Web3, il y a besoin de UX un max. Et ça en manque cruellement. Et moi, on avait fait une interview avec Bistax, et que j'utilise. Et je trouve que c'est un outil fantastique. Et j'avais dit à Jocelyn pendant l'épisode, je dis, mais en fait, c'est ce qui manque à Stackinsat. C'est cet outil de petite économie invisible où tu te rends pas compte, tu mets ton premier pas dans la crypto sans même t'en rendre compte. Et puis, tu reçois ta notification tous les dimanches et tu te dis, waouh, j'ai acheté 32 € de Bitcoin. Jocelyn est ton associé, hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est l'associé. Il était très fâché. Alors, j'ai du mal à comprendre ta question. Est-ce que tu peux la reformuler, s'il te plaît ? Donc, je la reformule. L'adoption massive, pour moi, elle passe par donc la réassurance, évidemment, mais aussi par l'expérience utilisateur. Et le paiement à l'arrondi, c'est un truc quand même où tu mets ton premier pied dans la crypto sans avoir le sentiment de te mettre en danger quand tu achètes un pain. Et je trouvais que dans votre modèle, c'était vraiment ce qui manquait. Alors, c'est vrai que je suis absolument pas du tout d'accord avec toi. Ouais. Alors, de mon point de vue, et c'est là où c'est intéressant d'avoir le tien, c'est que justement, nous, on a conçu l'expérience utilisateur la plus simple possible. Et donc, nous, en fait, nos clients aujourd'hui viennent pour justement cette raison-là. Après, voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans une guerre concurrentielle, donc je ne vais pas commenter ce que font les concurrents. Oui. Moi, la simple chose que je peux te dire, c'est que ce système d'arrondi existe depuis la nuit des temps dans l'épargne traditionnelle et ça n'a jamais marché. Donc, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui a été testé, retesté à plusieurs reprises. En tout cas, ce business model ne marche pas. Pour moi, c'est plus un nice to have. Probablement qu'on va faire, parce que cette fonctionnalité n'est pas très compliquée à faire. Mais pour moi, en fait, là où je suis absolument pas du tout d'accord avec toi, c'est que pour moi, ça n'entache absolument rien dans l'UX. Nous, l'UX, c'est justement de permettre d'accéder à Bitcoin à partir de 10 € à travers un onboarding où en moins de 2-3 minutes, tu peux créer ton compte. Et c'est pour ça que justement, aujourd'hui, on a énormément de clients, énormément de users qui sont venus chez Stackinsat justement pour cette UX. Et donc, la douleur, c'est quand même à partir de 10 €. Donc, ce que tu dis là, en fait, quelque part, on pourrait le répliquer aussi sur Stackinsat, sachant que 10 €, c'est $1. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut se permettre, à mon sens, alors évidemment. Mais tu dis en DCA alors En DCA, à 10 €, bien sûr. Nous, chez Stackinsat, tu peux investir à partir de 10 € par mois. Ah ouais. DCA, c'est envoyer un virement régulièrement. Tu as ce côté $1. Et après aussi, bon, pour être un peu plus technique, le problème de l'arrondi, pour moi, c'est que surtout pour moi, un bitcoiner que je suis, où en fait on tient vraiment au maximum à la privacy. Et le problème de ce système d'arrondi, c'est que moi, du coup, tu as accès à tes comptes bancaires. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est contre la philosophie de Stackinsat. Voilà. Donc, si tu veux, moi, je vais jamais proposer ça, en tout cas sous ce format-là, où en gros, j'aurai accès à toute la vie financière de mes clients. Si tu veux, en termes de Big Brother, on est à peu près à l'opposé de la philosophie de Bitcoin. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, effectivement, l'arrondi, c'est pas quelque chose qu'on va proposer. Et je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que c'est un problème en termes d'UX. Non, c'est-à-dire en termes d'usage. Ça semble sans danger, en fait. Ouais. Ça semble anodin. Si tu investis 10 € par mois, pour moi, le côté $1 existe. Oui, effectivement. Après, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, je pensais que chez vous, c'était à partir de 50 €. Ah non, c'est 10 €. Ok, donc j'ai appris un truc. Effectivement, c'est plus léger pour les gens qui sont... Parce que tu as encore plein de gens qui veulent y aller, mais qui ont peur. Ils se disent, ah non, mais... Et donc... moi, j'aime bien, tu sais, les points de bascule. Tu les emmènes de l'autre côté, ils n'ont rien senti. Et en fait, je trouve que l'arrondi, c'est le point de bascule. Tu l'amènes de l'autre côté, il n'a rien senti. Et puis après, il est dedans et là, il est en confiance. Et puis, il met en place un DCA. Et puis voilà. Et puis, ça devient un Bitcoin maximaliste. Dans des Bitcoin maximalistes, vous allez en voir beaucoup à Surfing Bitcoin à Biarritz, dont on fait partie aussi. Voilà. Et Jocelyn, merci beaucoup. Vraiment Jonathan. Pardon, moi, Jonathan. C'est mon associé. Parce que c'est ton associé qu'on avait reçu d'ailleurs dans notre podcast. Oui, qui avait fait un très bon podcast. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan. C'était très chouette. Merci à vous, avec plaisir. Voilà, donc on te retrouve évidemment sur Surfing Bitcoin. On sera là. On enregistre des podcasts sur place, d'ailleurs. Donc. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Il y aura beaucoup d'intervenants de qualité, donc il faudra vous battre pour avoir du temps avec eux. Ah oui, et je voulais te féliciter parce que je trouve ça... ça. Ouais, vraiment, je trouve ça super chouette
que tu aies laissé des conférences en français. Oui. Parce que la plupart du temps, tout est toujours en anglais. Et je trouve que quand c'est des matières comme ça, alors pas pour nous, mais quand c'est des matières pour... bon, là, cette année, tu ne vas avoir que... Donc, c'est pas ouvert au grand public. Mais quand c'est ouvert au grand public, quand c'est des matières comme ça où ils ont des peurs, je trouve que le fait de le faire dans leur langue maternelle, c'est hyper rassurant. Ah bah oui, bien sûr. Bah nous, de toute façon, notre audience naturelle, elle est plutôt francophone, même si nous, voilà, d'année en année, on cherche à s'internationaliser. L'année dernière, on avait 20% de non-francophones. Cette année, j'espère avoir un ratio équivalent, voire supérieur. Mais de toute façon, ça reste le noyau dur de notre audience et de nos participants. Donc, dans tous les cas, donc ça, je sais pas si c'est un scoop ou pas, hein, mais je peux vous dire qu'il y aura toujours une scène en français dans l'histoire de Surfing Bitcoin. Hein. Non, mais c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Merci Claudia. Voilà, donc super. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle aussi qu'on a un site web qui s'appelle nftbusiness.tech. Et qui va bientôt s'appeler technoimpact.tech. Et il y a aussi une newsletter gratuite que vous pouvez recevoir en inscrivant votre adresse mail sur notre site. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Et on vous remercie pour votre fidélité parce qu'on voit dans nos data que vous êtes fidèles. Et donc merci pour ça parce qu'on n'y croyait pas quand on a lancé ce podcast il y a 1 an et demi. Merci à vous. Merci Jonathan. À bientôt. À bientôt. Merci Claudia, merci Benjamin. À très vite.